Si comme moi vous aimez le contenu horrifique et mystérieux d'internet, vous avez sûrement vu la série de vidéos de Feldup sur les traumas de la génération Z. Bien qu'à cheval entre la génération Y et la génération Z, cette vidéo m'a beaucoup parlé et pas mal de ces sujets m'ont concerné quand j'étais enfant. Dans cette vidéo, Feldup survole brièvement un sujet qui me parle beaucoup et que j'aurais envie d'explorer davantage avec vous. Mine de rien, c'est une des sources de peur des plus récurrentes dans notre quotidien qui peut vraiment nous mettre dans un sale état car contrairement à la peur pour le fun, comme les films d'horreur, les jeux, les parcs d'attractions ou les sports de l'extrême, elle arrive toujours au moment où on s'y attend le moins et concerne des choses auxquelles nous tenons toujours au moins au minimum. Aujourd'hui, dans cette vidéo spéciale Halloween, je vous propose de revivre avec moi les terreurs que nous ont fait vivre involontairement nos différents appareils électroniques. Vous avez forcément vécu la mort d'un appareil électronique, que ce soit un ordinateur, une console de jeu, un jouet ou un appareil ménager. Si le plus souvent ça vous aura sûrement fait rager ou rendu triste, il y a certainement aussi des fois où ça vous aura fait peur. Des fois on a simplement peur pour notre sécurité parce que l'appareil déraille de manière tellement spectaculaire qu'on a peur qu'il foute le feu à la baraque. Et souvent on a peur de perdre simplement les souvenirs que l'appareil peut renfermer, que ce soit des sauvegardes, des photos, des vidéos ou ce genre de choses. Mais dans quelques cas, particulièrement quand on est enfant, c'est la manière dont l'appareil va nous signaler qu'il ne fonctionne plus qui va nous effrayer. En général, nos appareils nous habituent à un fonctionnement routinier, et voir l'appareil subitement sortir de sa routine et nous afficher un écran qu'on n'a jamais vu, ça peut mettre nos cerveaux en alerte. Il y a même des fois où c'est fait pour. Mais du coup, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces écrans apparaissent? Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe quand un appareil déconne? La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il existe globalement deux types de pannes. Il y a les pannes qui sont contrôlées et les pannes qui sont incontrôlées. En gros, il y a les cas où l'appareil va réussir à stabiliser son état en déclenchant une sécurité afin de ne pas créer des dommages supplémentaires. Et il y a les fois où il n'y arrive pas, où là, pour le coup, on va se retrouver avec un comportement très aléatoire. Il y a deux grandes causes de panne sur les appareils électroniques, les pannes matérielles et les pannes logicielles. Matériel, c'est le plus évident, c'est quand un ou plusieurs composants électroniques est endommagé et que du coup l'appareil ne peut plus fonctionner normalement. Logiciel, ça peut être un peu plus compliqué, ça peut être un problème qui vient de la conception même du logiciel, en gros le programmeur a fait une bêtise, mais ça peut être aussi des problèmes de compatibilité où le logiciel va demander à votre matériel des instructions qu'il n'est pas capable de réaliser. Ça peut aussi découler d'une panne matérielle, par exemple si vous lisez un CD qui est rayé, il est possible que l'ordinateur lise de mauvaises instructions et se retrouve à planter. En tout cas, aujourd'hui, quand un appareil plante, la plupart du temps, la panne est contrôlée. Nos appareils actuels sont blindés à mort de sécurité et la plupart du temps, ils arrivent à prendre en main une défaillance, qu'elle soit logicielle ou matérielle. Une panne contrôlée peut se manifester de différentes façons. Les plus évidentes, c'est un message d'erreur ou un écran de la mort, mais ça peut être aussi un voyant qui s'allume, un son, ou même l'appareil qui s'éteint purement et simplement, ou qui redémarre. Quand c'est incontrôlé, là on peut avoir tout et n'importe quoi. Le plus souvent, on va avoir un appareil qui va coincer parce qu'il va attendre quelque chose qui ne lui répond tout simplement pas, mais on peut aussi avoir des motifs complètement bizarres sur l'écran, des sons horribles, des trucs qui prennent feu, enfin globalement c'est la foire à la saucisse. Après, il faut savoir que beaucoup de pannes qui nous semblent incontrôlées ne sont pas toujours. Par exemple, vous avez sans doute déjà vu le Pokémon buggé Missigno qu'on voit sur les premiers jeux Pokémon sortis sur Game Boy. On pourrait se dire, vu l'aspect de la bestiole, que la panne est complètement incontrôlée et que la Game Boy fait n'importe quoi, mais ce n'est pas vrai. La preuve en est, son nom Missigno signifie Missing Number. C'est un message d'erreur. Les développeurs avaient prévu que ce Pokémon pouvait tomber. Bon, après, ça a quand même ses limites parce que la console peut vite faire n'importe quoi si on joue trop avec ce Pokémon. Un autre exemple assez rigolo, c'est l'écran terrifiant que je vous ai montré du Macintosh classique dans le générique. On pourrait se dire que tout est en train de salement merder, en fait, plus ou moins. Ce que vous voyez sur l'écran, cette espèce de quadrillage, c'est tout simplement l'écran de test qui s'affiche quand rien n'est chargé en RAM. Il sert à vérifier que le cathodique fonctionne. Bon, dans les faits, la carte mère ne répond pas, donc il y a quand même un gros problème. Mais pour le coup, il y a quand même une partie de la panne qui est gérée par la machine et qui du coup permet de se rendre compte facilement de ce qui se passe. En tout cas, maintenant vous avez une petite idée de ce qu'il se passe quand un appareil ne va pas bien. Et du coup, vous comprenez sûrement davantage ce qu'il s'est passé les fois où vous avez vu un appareil dysfonctionner dans votre vie. Soit la panne était contrôlée et l'appareil a simplement cherché à stabiliser son état et à vous indiquer ce qui se passait, soit c'était pas le cas et là vous avez simplement vu un appareil mourir de façon anarchique. Il faut savoir malgré tout que j'ai pas mal vulgarisé quand même, notamment au niveau du vocabulaire. La plupart du temps, on utilise un vocabulaire un peu plus élaboré pour décrire ce genre de choses. Par exemple, on va plutôt parler de panne gérée ou non gérée, mais c'est moins intuitif quand même pour comprendre. En tout cas, on va pouvoir passer à la seconde partie de la vidéo, peut-être celle qui vous intéresse le
le plus, à savoir une petite compile de pannes bien effrayantes. Enfin, façon de parler, comme le dit Feldub dans sa vidéo, dans les faits c'est rare que ces écrans soient impressionnants quand on est un adulte, mais quand on est un enfant c'est souvent pas le même effet, et du coup il y a des choses sympas à voir quand même. Alors, il va sans dire qu'en tant que programmeur de métier, collectionneur et joueur de jeux vidéo, j'en ai vu pas mal des appareils déraillés dans ma vie. Et j'ai vu pas mal des grands classiques comme le fameux écran bleu de la mort de Windows, le son de la mort de la Wii, l'écran d'erreur de la Wii U ou de la 3DS, et j'en ai vu plein d'autres bien flippants en vidéo comme ceux de la GameCube ou de la PlayStation, jusqu'à l'écran orange de la Switch. Mais vous me voyez sûrement venir, depuis le temps que vous connaissez la chaîne, les appareils que j'ai le plus utilisés dans ma vie, ce sont les appareils Apple. Et à mon sens, ceux-là, ils sont intéressants parce que les appareils Apple modernes sont quand même assez fiables, du coup on les voit pas bugger souvent, et les anciens sont pas très connus, donc du coup la plupart des gens ne connaissent pas les écrans de la mort d'Apple. Et pourtant, je vous garantis qu'ils valent le coup d'œil. Apple est une entreprise qui est connue pour travailler énormément le design de ses interfaces, et c'est également le cas pour ses écrans de la mort. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'une bonne partie d'entre eux pourrait paraître effrayants de manière presque volontaire. Il y a parfois un côté un peu spectaculaire, voire même pyrotechnique quand ça déconne chez Apple. Du coup, on va s'amuser à faire un petit historique des pattes les plus marquantes qu'on a pu voir sur les appareils Apple au fil du temps. Sur les tout premiers Mac des années 80-90, il y avait essentiellement deux types d'erreurs différentes. La première, c'est ce qu'on appelle l'erreur bombe. Elle arrivait quand le système n'arrivait pas à gérer une exception. Par exemple, si vous tentiez d'ouvrir un programme incompatible ou un fichier corrompu. L'erreur bombe est restée très longtemps dans le système, jusqu'au début des années 2000. Cela dit, il était bien plus fréquent de la voir sur les tout premiers Macintosh des années 80 que sur les nouveaux. Sur les toutes dernières versions du système Mac classique, elle apparaissait quand même très rarement. Mais ça m'est arrivé d'en rencontrer quand j'étais petit. Et ce qui est assez marquant avec cet écran, c'est tout simplement ce qui lui donne son nom. À savoir l'icône de bombe. Parce que bon, quand on y pense, pourquoi une bombe? Le système Mac a pas mal d'icônes différentes pour décrire les différentes notifications. Il y a un signe stop, il y a un gars qui parle, et des fois c'est l'icône de l'application qui apparaît. Ou encore un bête panneau attention. Mais la bombe, je pense qu'elle met déjà beaucoup plus en alerte. Tout simplement parce qu'elle pourrait sous-entendre que la machine pourrait exploser. Alors dans les faits, non. Déjà c'est plutôt rare qu'un ordinateur explose, et éventuellement un laptop avec de gros problèmes de batterie. Mais ça n'empêchait pas que quand j'étais petit, si je la voyais apparaître, j'étais pris de panique et je me jetais à toute vitesse vers la prise pour débrancher l'ordinateur. Et c'est ça que je trouve drôle avec cet écran aujourd'hui. C'est l'une des erreurs les plus graves qu'un vieux Mac puisse vous afficher, et clairement il met les moyens pour vous le faire comprendre. La plupart du temps d'ailleurs, notamment sur les Macs les plus récents, le bouton redémarrer qui apparaît sur la fenêtre de cette erreur ne fonctionne pas, et en général l'écran est plus ou moins bloqué dans cette situation. Du coup, à moins d'utiliser le bouton reset ou de tirer un grand coup sur la prise, vous n'avez plus grand chose à faire. Le second écran d'erreur des Macs des années 80, c'est une erreur beaucoup plus rare et surtout beaucoup plus grave. Pour la comprendre, il faut déjà savoir comment fonctionnait le démarrage d'un très vieux Mac. Quand vous appuyez sur le bouton de démarrage, déjà le Mac commençait par faire son son, puis allumer l'écran, et il restait sur un fond gris jusqu'à ce qu'il trouve de quoi démarrer. S'il ne trouvait rien, il affichait un point d'interrogation, ce qui peut déjà d'ailleurs être une erreur inquiétante en soi. Parce que si vous démarrez sur disquette et que le lecteur est vide, rien d'anormal. Par contre, si vous avez un disque dur et que vous voyez ça, c'est que votre disque dur il fonctionne plus très bien. Cet écran là d'ailleurs, avec le point d'interrogation, bien qu'il ait évolué avec le temps, il est toujours présent aujourd'hui sur les Mac 40 ans après. Mais du coup, quand tout se passait bien et que le Mac trouvait votre système, il commençait toujours le démarrage par l'affichage d'une icône de petit Mac joyeux. Et c'est là que les choses deviennent marrantes, parce que s'il y avait une corruption très grave dans l'ordinateur, comme notamment un problème hardware, le Mac joyeux, il pouvait très vite déchanter. Cette erreur-là, du coup, on l'appelle le SAD Mac. Mac triste en français. Et c'est tout simplement l'erreur la plus grave qui puisse arriver sur un vieux Macintosh. Sur la majorité des modèles, elle est accompagnée d'un son qui varie beaucoup avec le temps. Là d'ailleurs, vous venez d'entendre le son qui a été utilisé le plus longtemps. Il a servi sur une bonne partie de la gamme Quadra, une bonne partie de la gamme PowerBook et sur le Macintosh Classic 2, ainsi que la gamme Macintosh LC. Le SAD Mac a quand même pas mal évolué avec le temps. Sur les tout premiers Mac, il ne produisait aucun son et affichait juste l'image. Sur les suivants, il affichait l'image et le son. Et sur les tout derniers, en général, l'écran restait noir. Mais que ce soit l'image comme le son, en général, ils sont assez marquants. Déjà, l'icône du SAD Mac, je suis sûr que si tu la montres à un adolescent des années 2000, il va te faire une creepypasta à base d'ordinateur hanté. Pour ce qui est du son, là ça dépend énormément du modèle. Pour ce qui est de celui du Macintosh classique, qu'il n'a que depuis que j'ai changé la carte mère d'ailleurs, j'y ai toujours trouvé un petit côté creepy. On a l'impression que la machine ne comprend pas ce qui se passe et se demande pourquoi elle est dans cet état. Mais sur des modèles plus récents, Apple a utilisé des sons plus évocateurs. Et quand on est un adulte, je pense que ça peut être très drôle. Par contre, quand on est un gamin, je pense que ça peut aussi vraiment faire bien peur.
Le dernier détail effrayant à propos du SADMAC, c'est que comme je vous ai dit, il arrive principalement quand il y a un problème hardware. Du coup, ça arrivait fréquemment que la panne soit partiellement contrôlée quand elle arrive. Et alors là, on peut obtenir des trucs qui tiennent vraiment parfois du film d'horreur. En 2001, Apple passe de macOS 9 à macOS 10, un système totalement réécrit qui est basé sur ce qu'on appelle Unix. Pour faire simple, Unix c'est une grande famille de systèmes d'exploitation qui partagent tous des bases communes et qui sont très utilisés dans le monde de l'informatique depuis la création du Unix dans les années 60 parce que très fiable et très efficace. Par exemple, le noyau Linux c'est aussi un système de la famille Unix. Mais qui dit nouveau noyau système dit une gestion des pannes totalement différente et du coup il a fallu revoir complètement les écrans de la mort des Mac à cette époque-là. Un système Unix, quand ça plante gravement, ça fait ce qu'on appelle un kernel panic. Ça peut avoir plein d'apparences différentes, mais en général ça ressemble surtout à ça. Et on peut pas dire que ce soit visuellement très élégant, ça ressemble beaucoup au vieux Screen of Death de Windows. A noter que sur la plupart des systèmes Linux, quand un kernel panic survient, la LED de la caps lock se met à clignoter, ce qui peut servir quand l'écran n'est pas allumé. Sur les premières versions du système, Apple se contentera d'utiliser cette version très primitive du kernel panic avec le log qui apparaît sur la console pour signaler ce qui se passe, mais très vite, vu que c'était pas user-friendly, ils décideront de mettre en place un écran beaucoup plus intuitif. Sur les Mac les plus récents, quand un kernel panic arrive, la machine va bloquer quelques secondes, puis redémarrer d'un coup et signaler au redémarrage qu'il y a eu un problème. Mais avant que ce système soit mis en place, il y avait un autre écran de kernel panic et c'est souvent celui-là dont les gens se rappellent. Sur les Mac du milieu des années 2000 jusqu'au Mac du milieu des années 2010, quand un kernel panic se déclenchait, la machine commençait par bloquer quelques secondes, puis un grand voile sombre se déployait sur l'entièreté de l'écran, et enfin un message sinistre vous sommant de redémarrer la machine s'affichait. Ce qui est particulier avec ce kernel panic, c'est évidemment l'animation. Je crois que c'est le seul écran de la mort que j'ai jamais vu qui est animé. Et le plus rigolo, c'est que ça crée un conditionnement. Encore aujourd'hui, si sur un ordinateur, quand je regarde un film ou que je joue à un jeu, je vois un effet de volet qui se déploie depuis le haut de l'écran, j'ai toujours une petite seconde de peur où je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, même si c'est pas forcément l'écran avec le plus de Nightmare Fuel que je vous ai cité dans cette vidéo, c'est probablement celui qui m'a le plus marqué. Et je suis sûr que c'est le cas de la plupart des utilisateurs qui y ont déjà fait face. Du coup, on arrive à la conclusion de cette vidéo spéciale Halloween. Du coup, qu'est-ce qu'il faudra en retenir? Je sais pas trop. J'ai toujours trouvé étonnant cette dévotion qu'ont certains constructeurs pour leurs écrans de la mort. Pour certains, clairement ça fait partie du cahier des charges et il faut que si la machine plante, elle plante de manière élégante. Et autant aujourd'hui la plupart des écrans qui m'étaient été amenés de voir me semblent plutôt sobres et intuitifs, autant quand j'étais jeune il y avait vraiment des trucs qui pouvaient vraiment marquer un gamin. Je sais pas si aujourd'hui on pourrait revoir des trucs comme le SADMAC, les Roar Bomb ou encore l'écran rouge de la PlayStation 2 sur les appareils actuels. C'est peut-être pas plus mal après, au moins maintenant on est juste informé de ce qui se passe et la plupart du temps l'appareil fait tout à notre place. Mais ça fait toujours un peu bizarre de me dire que les enfants d'aujourd'hui ne grandiront certainement pas avec la frayeur de voir leur ordinateur ou leur console de jeu débloquée. Ou plutôt bloquée dans le cas précis. Après ils auront sûrement leur propre frayeur à eux, on verra bien la compile de Feldup de dans 20 ans. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo écrite comme ça. C'est très long à faire, mais c'est toujours un plaisir. Et du coup, je vous souhaite d'aller bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Et joyeux Halloween!